Bonjour à toutes et à tous, et en premier lieu, évidemment, mes salutations sincères et chaleureuses, quoique virtuelles, aux organisateurs de ce colloque, que je félicite d'ailleurs pour la pertinence de, de- de- de leur initiative et leur adaptabilité aux circonstances. Alors j'ai souhaité pour ma part intervenir sur la question de l'effet de la crise sanitaire sur les contrats administratifs. Cette question peut paraître a priori euh, moins immédiate dans ses conséquences que les atteintes aux libertés fondamentales qu'on observe aujourd'hui et qui sont a priori nécessaires pour gérer cette crise sanitaire, à éviter que la situation n'empire. Mais néanmoins, l'INSEE a publié aujourd'hui, jeudi 26 mars 2020, une note dans, lequel, dans laquelle elle annonce que un mois de confinement correspondra environ à une perte de 3 points de PIB. Donc, ce qui, évidemment, provoquera des conséquences économiques extrêmement importantes. L'Union européenne a suspendu l'application des critères de stabilité et du pacte budgétaire, le pacte de stabilité. Et donc, on se rend bien compte que cette crise, au-delà de la question de la gestion immédiate, entraînera des problématiques extrêmement importantes dans la gestion post-crise et probablement un certain nombre de contentieux. Pour tous ceux qui pratiquent, qui connaissent, qui étudient le droit des contrats administratifs, évidemment, il y a un certain nombre de réflexes, puisque le droit des contrats administratifs français connaît est pourvu d'un certain nombre de mécanismes de gestion de situations exceptionnelles. On pense en premier lieu évidemment à la théorie de l'imprévision qui veut que le co-contractant de l'administration qui, malgré une situation imprévisible qui rend extrêmement onéreuse la continuation de l'exécution du contrat, eh bien, a le droit à une indemnité qui vient compenser presque en totalité, pas en totalité, mais presque en totalité, le surcoût que la continuité de l'exécution a généré. On pense évidemment à la théorie du fait du prince qui s'appuie sur le dédoublement fonctionnel des personnes publiques, à la fois contractants avec des personnes privées et à la fois autorités publiques, pourvues à ce titre de prérogatives de puissance publique qu'elles exercent dans l'intérêt général, mais qui peuvent avoir des conséquences sur l'exécution du contrat. Et bien dans ce cas-là, dans le cas où une décision administrative prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique pour l'intérêt général, pour la satisfaction des besoins d'intérêt général, présente des conséquences qui rendent difficile, plus onéreuse l'exécution d'un contrat administratif, eh bien le co-contractant de l'administration dispose d'un droit, dans ce cas-là, à indemnisation. On pense également aussi à la force majeure qui exonère, d'un mécanisme qui commun au droit privé, au droit civil des contrats et au droit administratif des contrats, qui exonère de sa responsabilité contractuelle la partie à un contrat qui fait face à un événement extérieur imprévisible, irrésistible, qui rend impossible l'exécution du contrat. Le droit écrit, en particulier le droit écrit issu du droit de l'Union européenne, prévoit également euh, des situations particulières, des mécanismes qui permettent finalement d'assouplir les principes fondamentaux du droit de la commande publique. Et je pense en particulier à la notion d'urgence impérieuse qu'on retrouve tant dans les directives marché public, directive 2014-24, que dans le code de la commande publique. Alors, cet état du droit positif des contrats administratifs aurait pu laisser croire que euh, finalement le droit des contrats administratifs était suffisamment doté en mécanismes juridiques pour absorber les effets de la crise sanitaire. Néanmoins, néanmoins, un certain nombre de doutes ont pu naître et très tôt. Par exemple, la force majeure, si on peut admettre que les conditions d'extériorité et d'imprévisibilité sont réunies dans le cas présent, euh,
la réponse à apporter est beaucoup moins claire du point de vue de l'irrésistibilité. Pourquoi? Parce que si il y a bien un ralentissement de l'activité économique, on n'est pas dans une situation de blocage total. Les travailleurs, certains d'entre eux en tout cas, peuvent continuer à se déplacer pour aller travailler. Les voies de communication ne sont pas totalement rompues. Les marchandises continuent de circuler, les services continuent d'être prestés, le cas échéant à distance. Et donc, euh, la crise est euh, beaucoup moins tranchée que ce que on a pu connaître par le passé, notamment dans des situations de guerre. Et ça, c'est un premier point. Premier point qui permet de comprendre que finalement la crise sanitaire actuelle, elle est trop ou trop peu. C'est une considération un peu exogène au droit des contrats administratifs, mais évidemment la crise est trop en ce sens où elle perturbe l'exécution qui était prévue, qui était envisagée par les parties des contrats administratifs. Et ça, c'est indéniable. Reste à savoir néanmoins dans quelle proportion, dans quelle ampleur cela vient se produire et quelles sont les conséquences finalement en tirées contrat par contrat. Donc, première considération exogène, très conjoncturelle finalement, la crise est à la fois trop et trop peu. Ralentissement, mais en même temps pas d'arrêt total ou pas dans les proportions qu'on a pu connaître dans l'histoire récente, ou un peu moins récente, en tout cas dans l'histoire du XXe siècle, au cours de laquelle se sont forgées les notions jurisprudentielles qu'on a évoquées. Deuxième facteur qui interroge l'adaptation des mécanismes du droit des contrats administratifs à la gestion de la crise sanitaire actuelle, considération plutôt pour le coup endogène, interne au droit des contrats administratifs et qui est plutôt structurelle, c'est que d'une part, on a une complexification due eh bien, à la multiplication de dispositions de droit écrit et due également à l'origine, à la multiplication de l'origine euh, de ces dispositions de droit écrit, à la fois provenant du droit de l'Union et à la fois d'origine interne. Alors, d'un côté, on a une forme de juxtaposition de théories qui sont centenaires, voire plus que centenaires, d'un côté, donc ce corps de règles qui est finalement commun, qui a été forgé par la jurisprudence, par sédimentation des décisions de justice successives. Et puis d'un autre côté, on a l'ensemble du droit qui provient en particulier des directives de l'Union européenne, du Parlement et du Conseil, qui se juxtaposent sans véritable cohérence. Alors, le code de la commande publique est à ce titre tout à fait intéressant. Si on porte une lecture attentive à l'article L6 du code de la commande publique, troisième point, article L6 fait partie donc de ce titre préliminaire qui pose les grands principes du droit de la commande publique, article L6, troisième point. Lorsque survient un événement extérieur aux parties imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Et on a là très clairement l'intégration de la logique de la théorie de l'imprévision. Mais cette codification est insusceptible en tant que telle de traduire toutes les subtilités que la jurisprudence a pu imprimer à cette théorie de l'imprévision. Et puis surtout, cette juxtaposition, elle se fait euh, de, de théorie jurisprudentielle du juge interne qui est assise sur une ratio, sur une logique tout à fait particulière, qui est de préserver les prérogatives, de préserver en fait l'asymétrie contractuelle en droit des contrats administratifs, qui caractérise le droit des contrats administratifs au profit de la personne publique. Et ça, c'est la logique qui sous-tend toute la jurisprudence. Et puis, d'un autre côté, en droit de l'Union, on a une logique tout à fait différente, qui est celle de préserver les libertés de circulation, de préserver l'égalité de traitement, finalement, en fait, les grands principes de la commande publique, égalité de traitement,
liberté d'accès à la commande publique, transparence, etc. Euh, de fait, il n'y a pas de cohérence dans ce droit de la commande publique euh, pour, pour absorber de façon, j'allais dire, assez fluide les conséquences de la crise sanitaire. Euh, D'ailleurs, ce qui a été produit jusqu'à présent par le gouvernement et par l'administration française est euh, en réalité assez décevant et à mon avis, source d'interrogation au mieux, de nombreux contentieux au pire. Euh, je pense en premier lieu à la note de la direction des affaires juridiques de Bercy, parue au tout début de la crise, qui est extrêmement décevante dans son contenu, en ce sens qu'elle n'apporte finalement aucune réponse à des questions légitimes et réelles. Et puis, l'ordonnance du 25 mars 2020 paru aujourd'hui, donc le jeudi 26 mars 2020, ordonnance numéro 2020-319, adoptée sur le fondement de l'article 11 de la loi relative à l'urgence sanitaire, eh bien, bon, et, et, mon commentaire à chaud serait qu'on perçoit bien que c'est écrit dans l'urgence, pour parer au plus pressé, mais qu'en réalité, c'est, à mon sens, un nid à contentieux. La rédaction est extrêmement défaillante. Par exemple, article 1er, sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au Code de la commande publique, ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas. Bon. Il va déjà se poser un certain nombre de questions sur le champ d'application. Autant la notion de contrat administratif est connue, autant la notion de contrat public, ou le concept de contrat public, finalement, fait plutôt référence à tous les contrats dans lesquels on a des personnes, l'une des parties est une personne morale de droit public. C'est-à-dire que, a priori, un certain nombre de contrats de droit privé pourraient également être inclus dans le champ de cette ordonnance. Je continue, l'article 2, qui est une mesure phare, finalement, pour absorber les conséquences du ralentissement de l'économie, pour les contrats soumis au Code de la commande publique, beaucoup plus précis, euh, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par l'autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature. Donc, simplement le principe qu'on autorise l'allongement des délais d'une durée suffisante. Ça aussi, ça va être source, à mon avis, de contentieux. Euh, de la même façon, l'article 3 prévoit que les conditions, les modalités de mise en concurrence peuvent être aménagées en cours de procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Euh, bon, l'article 4 autorise le renouvellement sans mise en concurrence d'un certain nombre de contrats, ou la prolongation d'un contrat de concession. Et puis surtout, l'article 6 prévoit un certain nombre de mesures dont on perçoit bien finalement l'origine, mais dont on ressent que le gouvernement a senti le besoin de les adapter. Par exemple, l'article 6, troisième point, lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé par l'acheteur des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution du bon de commande annulé ou du marché résilié. Bon, on perçoit bien ici la logique qui sous-tend le fait du prince, la théorie du fait du prince, mais en même temps, euh, que nous dit cette disposition? Que bien que les collectivités territoriales, a priori, devraient aussi devoir indemniser leurs concontractants des décisions prises par les autorités compétentes, c'est-à-dire en particulier étatiques, dans le cadre de la gestion des mesures sanitaires. Et donc là, il y a véritablement, je crois, une source très importante de contentieux. On perçoit également l'origine d'un certain nombre d'autres dispositions dans des théories
finalement jurisprudentielle acquise, et finalement, toute la question, on se pose de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-on ressenti le besoin euh, d'adopter cette ordonnance telle qu'on l'a adoptée? euh, un effet d'annonce ou une forme de volonté de rassurer le monde économique? euh, C'est une question qui, à mon sens, reste ouverte, mais euh, ce que, ce que je voudrais simplement souligner de ces considérations rapides et à chaud, c'est que, eh bien, voilà, le droit des contrats administratifs euh, n'est finalement peut-être pas aussi bien armé, aussi bien équipé pour absorber les conséquences de la crise. Et en tout cas, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce que le gouvernement propose aujourd'hui, n'est peut-être pas non plus à la hauteur de l'enjeu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon visionnage des autres interventions du colloque.